Ok, bonjour à tous, je suis Séverine Loureiro, nouvellement directrice générale du Lab RH. Nouvellement parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, ça fait un mois que je suis arrivée au Lab RH. Et au nom du Lab, mais aussi des partenaires et des intervenants qui vont ponctuer notre matinale, je voulais vous remercier de la passer avec nous, cette matinale, et de vous accueillir chaleureusement. Voilà, j'espère que le chaleureusement y est. Le Lab, c'est la plus grande communauté de promotion de l'innovation RH. Et pour accomplir cette mission de promotion de l'innovation, on contribue, on supporte et on coordonne des publications d'ouvrages, plusieurs par an. Et le dernier, c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui, Green RH. Donc c'est là où je voulais vous le montrer, pardon. Voilà, on devait avoir des exemplaires, il y avait un petit souci. Mais il est sorti le 18 septembre chez Duno, donc vous pouvez bien évidemment vous procurer cet exemplaire très facilement auprès de toutes les bonnes librairies en ligne et pas en ligne. Une belle promo. Alors ce livre, c'est l'aboutissement d'une collaboration entre plusieurs acteurs RH qui se sont mobilisés pour mieux comprendre les enjeux des entreprises sur ces questions vertes, qui sont souvent des nouveaux enjeux. Comment les organisations s'adaptent-elles au changement climatique? Comment elles s'adaptent aux évolutions réglementaires? Comment elles s'adaptent à une vigilance nouvelle sur les sujets verts de la part de leurs collaborateurs qui sont de plus en plus sensibilisés? Pour répondre à ces questions et à d'autres, les auteurs du livre ont recueilli auprès de 40 entreprises des bonnes pratiques, tout à la pointe de ce qui se fait en politique RH sur ces questions vertes. Alors les auteurs, je vais les présenter quand même. Michel Barabel, qui est responsable des éditions au Lab RH et professeur à Sciences Po, qu'on aura tout à l'heure en interview. Antoine Poincaré, il faut applaudir aussi du coup, directeur de l'AXA Climate School. Et Olivier Meyer, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on va applaudir quand même. Voilà. Je vais le présenter quand même. Olivier Meyer, il est professeur des universités, directeur de l'Observatoire ASAP et de la chaire Innovation publique en collaboration avec Polytechnique et Sciences Po Paris. C'est pour ça que je voulais vraiment présenter. Donc je le disais, ensemble, ils ont recueilli les bonnes pratiques auprès de 40 entreprises qui figurent dans le livre. Parmi ces 40, on a aujourd'hui la chance d'en avoir 3 qui participeront tout à l'heure à la table ronde, SAP, Carbo et Yves Rocher. Donc on les aura tout à l'heure. Mais avant, pour commencer, on va remercier, enfin je vais remercier, et je pense que tous, vous le ferez avec moi, PageGroup pour cet accueil dans ces locaux, c'est super, on vous remercie. Et avant de passer la parole à Frédéric Benet, qui est Managing Director de PageGroup, vous faire une petite précision sur le fait, je le reprends, sur le fait qu'il y aura l'espace de questions, mais à la toute fin de nos séquences, ça nous permet, nous, de cadrer un peu le timing et de le tenir. Donc, pas d'inquiétude si vous avez des questions existentielles au propos de nos intervenants. À la fin, on les fera remonter tous sur scène. On vous fera passer un micro. Également pour ceux qui nous suivent à distance. Et on pourra répondre à vos questions. Voilà. Mais on vous demande juste d'attendre la fin. Je vais passer la parole à Frédéric. Ça marche? Ouais, ça marche. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que le micro marche à peu près. Voilà, donc merci Séverine, nous sommes en effet très honorés de vous accueillir chez PageGroup, ici à Bercy, et je vais également vous remercier pour tous ceux qui ont fait le déplacement, et puis également remercier toutes les personnes qui nous suivent en live, et j'espère qu'elles sont nombreuses. Donc, en tant que représentant PageGroup, je souhaite vous dire que le lancement de cet ouvrage que vous avez vu, Green RH, nous tient particulièrement à cœur. Chez PageGroup, c'est vrai que ça fait des années que nous sommes engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, on n'est pas une industrie très polluante, c'est le service, mais enfin, néanmoins, on a quand même décidé de s'engager. Et la semaine dernière, d'ailleurs, nous avons fêté les 10 ans d'adhésion au pacte mondial des Nations Unies. Voilà. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même, à travers ce pacte, ça nous a obligés à revoir notre stratégie sur les différents objectifs de développement durable. On en a retenu 4, c'est peut-être pas assez, mais c'est déjà pas mal quand même. Et notamment, je ne vais pas les citer les 4, mais je vais en citer un puisqu'il est directement lié à la transition écologique. Nous nous sommes fixés comme objectif assez ambitieux d'avoir la neutralité, d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 sur l'ensemble de notre chaîne de valeur et avec un agenda intermédiaire à 2030 qui est déjà de réduire nos émissions de CO2 de 60%.
60%. En France, où nous en sommes, ça c'est les objectifs groupes, en France, à fin 2023, nous avons déjà réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55%. Donc nous en sommes plutôt fiers, mais le chemin à parcourir est encore long. Alors pour faire un peu écho à certains sujets de ce livre, c'est vrai que pour embarquer tous les collaborateurs, parce qu'en fait c'est pas moi tout seul qui ai réussi à réduire 55% les émissions de gaz à effet de serre, même si j'avais un gros SUV et que j'en ai plus, mais en tout cas c'est une démarche collective et qu'il a fallu engager l'ensemble des collaborateurs, comme je vous le disais, et on est plutôt fiers de cette réussite. On a mené pas mal d'actions, notamment au travers des mobilités douces, trouver des solutions de mobilité douce, c'est un des axes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est fait, qui est ongoing d'ailleurs, qui n'est pas terminé, parce qu'il faut vraiment changer des habitudes très ancrées chez nos collaborateurs. Chez Page, alors je fête un peu plus qu'un an de présence chez Page, ça fait plusieurs décennies maintenant. Bon, historiquement, la bagnole, c'était un gros marqueur de l'ADN de Page. Donc changer, toucher à cet avantage n'a pas été si simple. Ça passe par effectivement accompagner des solutions pécuniaires quand même, pour évidemment encourager, inciter les collaborateurs pour rendre leur véhicule ou passer à des véhicules 100% électriques. Alors je peux vous dire que les discussions à la machine à café de nos jours sont plus tout à fait les mêmes que celles d'il y a 10 ans. Donc ça parle autonomie de la batterie, interopérationnalité entre les différentes stations-service. Bon, pour tous ceux qui ont un véhicule électrique, ils savent de quoi je parle. C'est vrai que la transition vers le 100% électrique n'est pas non plus si simple. Donc, ça soulève d'autres problèmes, mais ça donne d'autres discussions autour de la machine à café que simplement le nombre de chevaux, la puissance de votre moteur, quoi, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne transition, mais pour dire que tout naturellement, c'est vrai que quand le Lab RH, AXA Climate, nous a sollicité pour participer depuis maintenant quelques années à ces différents ouvrages, ça nous a paru assez naturel, puisque ces enjeux de transition écologique, on les avait déjà enclenchés, on les entendait aussi beaucoup chez nos clients. Nos clients sont essentiellement des DRH, donc c'est vrai que c'était un sujet qui était un peu partout. Pour rappel, en 2021, c'est le premier ouvrage, la transition écologique au cœur des enjeux RH, j'espère que je ne me trompe pas sur le titre, et qui était un livre blanc en fait, qui mettait un peu sur la table les différents enjeux qui commençaient à poindre dans toutes les organisations et qui nécessitait, et qui surtout, je pense, donnait aux DRH, avait pour ambition en tout cas de donner aux DRH la prise de conscience qu'ils avaient un rôle majeur à jouer dans l'accompagnement de cette transition écologique au sein des entreprises, et pas laisser ça simplement aux dirigeants ou aux directions de la RSE. C'était un projet commun, et forcément les DRH, dans la gestion des talents, dans la transformation des compétences, les fameuses green skills, dans la construction d'une marque employeur responsable, il y avait vraiment quelque chose à faire. Le deuxième ouvrage en 2023, l'an dernier, la transition écologique, défi du siècle pour les RH. Là, il a été construit différemment, un peu comme le troisième, en interviewant, je crois, et en rencontrant de nombreux professionnels des RH, d'autres acteurs de la vie économique et sociale, et qui avaient pour finalement permettait en tout cas de dresser un état des lieux réaliste, des pratiques et surtout de tout le chemin qui restait à accomplir. Il y en avait encore beaucoup. On proposait, je crois, une liste de 10 pratiques RH, une liste concrète de 10 pratiques RH à mettre en œuvre, à verdir dès que possible. Et puis, je voyais aussi un sentiment d'urgence à passer à l'action, c'est-à-dire pas simplement écrire des chartes, des déclarations d'intention, mais vraiment le passage à l'acte pour éviter que ce soit considéré comme du greenwashing. Et puis aujourd'hui, le troisième ouvrage, vous l'avez vu, magnifique. Je ne vais pas refaire le pitch qui a été fait par Séverine, mais voilà, il y a vraiment 40 cas d'entreprises très concrets qui pourront, je pense, vous inspirer, puisqu'ils s'adressent à vous, experts RH, professionnels des ressources humaines, experts RSE, dirigeants, pour trouver des pistes d'action à mettre en place dans vos entreprises. Il faudra le lire, évidemment, mais c'est l'objectif.
Alors pour ceux qui n'auront pas le temps de le lire, je vais laisser la place à la table ronde qui va, j'espère, vous donner envie de le lire. Donc ce panel d'experts qui va tenter de répondre à la réponse. Et concrètement, comment faire, hein, donc avant de laisser la place, je vous remercie une nouvelle fois et je vous souhaite une agréable matinée en notre compagnie. Merci Frédéric. Avant de passer à la table ronde, en réalité, on va prendre un mot des auteurs. Michel et Antoine, vous voulez bien me rejoindre? S'il y en a un qui veut se mettre au pupitre, je prends bien. Table octogonale. Bonjour messieurs. Ah, la pression, c'est vrai. Bonjour. La première fois, on m'a dit que je suis MC, en fait, que j'anime une table ronde. Habituellement, j'y participe, donc ça me fait tout drôle. On va poser quelques questions. On a une vingtaine de minutes. Voilà, donc on a 4 questions. Je vais vous demander de faire court. Michel. Vraiment, je ne boude pas mon plaisir. Non, mais tu vas y prendre goût, hein, je vois. C'est un pouvoir que tu détiens. Alors, c'est un rapport sur le même sujet, il l'a évoqué, Frédéric, avait été produit par le LabRH et Page Group il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis au sein des directions RH quand vous les avez réinterviewés 2 ans après? Quel gap ou quel changement vous avez constaté? Et ça me permet aussi de le dire, parce qu'on a des contributeurs dans la salle, 40 cas pratiques, mais 5 experts aussi qui éclairent le sujet. On voulait vraiment avoir la double expertise, les entreprises, les experts. Les 2 premiers chapitres du bouquin sont justement dédiés à faire un historique de la relation entre les enjeux environnementaux et la fonction RH. Et ça nous a permis de faire émerger une grille, un cadre conceptuel que je vais vous présenter très rapidement et qui me permettra de vous dire ce qui a changé. Par rapport à ces enjeux, il y a option 1, le déni. Ça n'existe pas, tout ça c'est des cycles, il y a des périodes où ça se dégrade, des périodes où ça s'améliore. La deuxième, c'est au contraire la lutte quasiment armée pour essayer, par du lobbying, par un certain nombre de pressions, d'essayer de réduire les contraintes qui pèsent. On en a parlé un petit peu avec Frédéric. Le 3e niveau, c'est la manipulation, donc le Green RH. On en parle plus qu'on en fait et on se dote de tous les attributs du Green RH, mais en fait, on n'en pense pas moins. Quatrième approche, c'est le catalogue. On va dire tout ce qui ressemble à du green, on va le mettre dans un grand, voilà, c'est presque le catalogue de la redoute de toutes les actions vertes. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de pensée stratégique autour du sujet. Le 5e niveau, c'est une réflexion structurée sur le sujet avec des axes et des priorités. Et le 6e niveau, c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation de ces pratiques. Autrement dit, elle ne s'intéresse pas qu'aux activités périphériques, parce qu'en fait, green, c'est par exemple prendre un tout petit problème à faible impact business et être le premier de la classe dessus. Mais ça coûte pas si cher que ça, et ça change absolument pas le cœur du réacteur de l'organisation. Aller à la phase d'institutionnalisation, c'est repenser totalement son business model, sa raison d'être, ses activités, et potentiellement perdre du chiffre d'affaires, arrêter des choses, et ça peut être très douloureux en termes de changement et d'adaptation. Donc, une fois qu'on a fait cette typologie, ce qui a clairement changé en 3 ans, c'est que on a, depuis 2022-24, 20 à 30% des entreprises qui sont passées à une institutionnalisation de ces pratiques. On n'est pas du tout à 100% et on va retrouver l'éparpillement assez naturel. Trois éléments d'éclairage pour vous. Le premier, c'est que le sujet n'est pas si évident que ça, parce que ce qui a émergé dans l'ouvrage, c'est que, à part des gens et des dirigeants qui en sont absolument convaincus parce que ça correspond à leur système de valeurs personnelles, on devient green plutôt par pression. Pression législative, pression institutionnelle, pression des clients. On a trouvé très peu d'entreprises, sauf celles qui ont, je vois qu'il y a Stéphanie de Circulaire, on entendra Carbo tout à l'heure, celles qui l'ont dans leur raison d'être dès leur création. Là, on est dans autre chose. Mais pour les autres, c'est d'abord, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? L'État va me l'interdire, l'ONU va m'engueuler, les concurrents vont en tirer parti, les consommateurs vont se détourner de moi. Et donc, ce qui n'est pas simple, c'est quand les pouvoirs publics, en fonction des aléas géopolitiques, une guerre, une crise du pouvoir d'achat, reviennent en arrière
sur la pression green. Il y a tout un ensemble d'acteurs qui se disent est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être dans l'institutionnalisation et la cohérence, sachant que les normes et les pressions peuvent varier en fonction des circonstances. Donc c'est peut-être un peu philosophique ce que je vous dis, mais tout ça pour vous dire que bien sûr dans le bouquin, les 40 cas, c'est des entreprises qui y vont à fond et qui ont des choses intéressantes et innovantes à nous raconter. Donc c'est bien un curseur sur des pionniers, des best practices, plutôt qu'un état des lieux réaliste de la façon dont on fait du green en France aujourd'hui. C'est l'intérêt d'un ouvrage, c'est plutôt de pointer les bons élèves, mais c'est pas non plus un livre qui va aller dénoncer tout un ensemble de décalage entre les discours et les actes. Ok, merci. Et sur le décalage entre le discours et les actes, il y a un autre phénomène dont les médias se font écho aujourd'hui, c'est le backlash. Là, je vais m'adresser à Antoine. C'est-à-dire ce retour de bâton sur les questions écologiques. Ça, vous l'avez constaté au sein des entreprises, comment elles l'abordent? Alors, c'est compliqué. Donc, ce qu'on appelle backlash ESG, c'est ce phénomène né aux États-Unis qui consiste à dire arrêtons les conneries. Une boîte doit s'occuper de gagner de l'argent. C'est pas son boulot d'avoir un avis sur l'inclusion. Ça touche pas que ça touche une ESG très large. Ça coûte pas que l'environnement. Hein. Ça touche les engagements sur la diversité et l'inclusion, à la fois parité homme-femme, communauté LGBT, communauté afro-américaine. Enfin, il y a un vrai mouvement aux États-Unis un peu fort. Là où il ne faut pas être naïf, c'est que, comme le dit Michel, il y a des gens et des acteurs économiques qui ont un intérêt, soit par conviction perso de ne pas changer, soit par intérêt économique, à ce qu'effectivement il y ait ce mouvement de recul. Donc, contrairement aux grosses transitions précédentes, on aime bien faire le parallèle entre transition digitale et transition environnementale, il n'y avait pas d'organisation anti-transition digitale très organisée. Vous pouvez lobbyer à droite à gauche quand vous étiez G7 pour qu'il n'y ait pas de Uber, mais c'était moins sociétal, vous voyez. Voilà. Là, on est sur un truc un peu plus méta. Donc oui, il y a un mouvement et il y a ce risque. Pourquoi ce risque est important? Parce que sur tous les aspects de transition au sens réduction de vos émissions, il faut bien avoir conscience qu'on est dans un équilibre, et là je ne parle pas que de RH, je parle à l'échelle des boîtes, qui est assez précaire et qui est une forme d'équilibre de la terreur entre le système économique et le système politique. C'est-à-dire qu'on dit, on va bientôt bouger, on va bientôt donner un prix au carbone, la loi elle arrive, vous le voyez peut-être sur le sujet automobile par exemple, ou sur le sujet, hier, on a annoncé que finalement la deadline pour les bâtiments F et G qu'on pourrait pas louer, dans un marché locatif hyper sous tension, allez, on va peut-être gratter 2 ans. Alors est-ce qu'on gratte 2 ans, est-ce qu'on regrattera 2 ans dans 2 ans, on n'en sait rien. Donc il y a ce moment de tension au moment où ça commence à taper dans le dur de la transition. Donc évidemment il y a un mouvement qui se contre-organise. Si on veut le voir de manière un petit peu plus optimiste, il y a 2 choses. D'abord, et on le voit à nouveau sur le sujet de l'automobile, les entreprises fonctionnent sur un temps relativement long. Donc une fois qu'elles se sont mises en mouvement, c'est un peu délicat de faire demi-tour à la dernière seconde et de dire « Ah bah non, finalement on le fait plus ». Les sujets dont on parle là sur la transition RH, quand on va commencer à dire « je redonne un axe stratégique, du coup j'ai besoin de X personnes qui font ce nouveau métier », on ne va pas le changer du jour au lendemain. Quand on aura commencé à faire de l'engagement de manière un peu forte dans sa boîte, on ne va pas pouvoir dire « Alors vous allez rire ». Mais ce truc qu'on avait dit sur le fait qu'on mangerait un peu moins de viande et qu'on a du mal à passer à la cantine, on annule tout, steak à tous les repas. Donc il y a une espèce d'inertie du mouvement des entreprises qui, à mon avis, va jouer. L'autre sujet qui va de toute façon pas subir de backlash, c'est le sujet de l'adaptation au changement climatique. Donc là, c'est plus la réduction des émissions, c'est des nouveaux risques qui émergent dans un monde qui se dérègle. Et ça, qu'il y ait un backlash ou pas, la nature en aura pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que la question de sécuriser des collaborateurs, pour prendre un sujet très RH, dans un monde où il fait 45 à 50 degrés l'été en France au moment des pics, elle va se poser de toute façon, backlash ou pas backlash. La question, on travaille nous en ce moment par exemple sur les sujets climat et santé, et on a rencontré à Lille un monsieur qui a très mal vécu les inondations de l'hiver dernier, et il est en syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire que quand il pleut, il est mal physiquement. Avoir des gens comme ça dans votre entreprise, et alors c'est eux, mais ça peut être leurs conjoints, leurs conjointes, ça peut être leurs enfants, ça va à un moment frotter sur la productivité, ces questions-là. Et ça, les jours où j'ai plus de supply chain, les jours où l'école ouvre pas parce qu'il fait trop chaud et que du coup tous vos collaborateurs peuvent pas venir parce que pas de peau, ils ont gardé leurs gamins. Ces jours-là, ils vont arriver de toute façon. Donc voilà, c'est ça les 2 trucs un peu positifs, entre guillemets. Une inertie du temps long qui fait que le backlash va essayer, mais va pas forcément y arriver. Et de toute façon, même si vous faites le pari que nous ne ferons pas la transition, ou si vos dirigeants font le pari que nous ne ferons pas la transition, il y a des mesures à prendre qui sont des mesures qu'on détaille dans ce bouquin sur le sujet de l'adaptation et de la prévention des risques. Ok, merci. Et alors pour les entreprises qui, elles, sont intimement convaincues, tout à l'heure tu citais Carbo qu'on aura tout à l'heure, dans le bouquin, c'est quoi les pratiques que vous avez recueillies qui vraiment vous ont bluffé ou que vous avez trouvé particulièrement audacieuses dans le bon sens du Green RH?
Alors, bluffer, c'est un grand mot. Et puis, moi, j'ai peur peut-être de faire des jaloux aussi, puisqu'on a 40 très belles boîtes et 40 très beaux cas. Déjà tu l'as dit, on va distinguer, nous, les cas où on a vraiment des entreprises dont le business, c'est le green. Parce que bien entendu, si on prend le cas de circulaire, dès le recrutement, on va regarder par exemple et on va mettre des critères d'appétence pour les sujets verts, de conscience écologique, dans d'autres secteurs plus traditionnels. Donc je vais me concentrer sur les secteurs tradis, si tu veux bien. Et pour faire la transition avec Antoine, par exemple, sur les questions de santé, on a Veolia, qui me semble un cas intéressant parce que, bien entendu, alors assez classiquement, comme on le fait en Espagne, ils repensent les amplitudes de travail de leurs collaborateurs pendant la période chaude, mais ils ont noué des partenariats avec des bars et des bistrots sur tout le parcours et le trajet des collaborateurs pour qu'à tout moment, s'il a soif, s'il a besoin d'ombre, s'il veut se reposer, il arrive, il donne sa carte, c'est gratuit, il prend la boîte, bon peut-être pas de la bière, on est d'accord, hein, mais de l'eau minérale, etc. À côté de ça, ils ont repensé aussi les vêtements, ils ont créé des zones d'ombre près des chantiers, et de manière plus large, il y a une pensée systémique de travailler dans des conditions de forte chaleur qui me semblent assez exemplaires. C'est pas les seuls, mais voilà sur ce volet un peu là. C'est vrai que Antoine parlait d'éco-anxiété. On va avoir certains acteurs qui forment, le détectent et font vraiment un soutien psychologique aux collaborateurs pour faire baisser la pression. Est-ce que le bouquin le montre bien? On n'entraîne pas les gens dans une transformation en leur disant demain sera pire qu'aujourd'hui. Dans 30 ans, on existera peut-être plus. Alors on secoue les manches et on va lutter. Mais quoi qu'il arrive, on perdra la bataille. Donc il y a quand même une capacité à créer de la psychologie positive, un mindset favorable et le sentiment qu'en étant acteur, on peut améliorer les choses. Et certains s'en sortent très bien. Par exemple, RTE, pas sur l'éco-anxiété, mais sur la capacité à mobiliser, à embarquer l'équipe. Antoine et Frédéric en parlaient. Via un site internet collaboratif, ils arrivent à générer tous les ans 1000 idées des collaborateurs et à mobiliser 6000 collaborateurs qui interagissent, valident, priorisent sur les actions, relèvent des challenges que leur posent d'autres collaborateurs. Donc c'est une illustration qu'on est passé entre guillemets du B.A.B.A. qui est la fresque du climat ou ce type d'atelier à des collaborateurs qui vont être engagés et qui sont force de proposition. Sur le volet formation et développement des compétences, moi j'ai été particulièrement marqué par l'approche du campus d'Orange où effectivement c'est toute la chaîne de valeur de la production du contenu pédagogique qui est repensée, de l'achat responsable, de la limitation de l'empreinte carbone des médias digitaux, de la formation des formateurs, de l'éco-conception même de l'offre avec cette idée que tout contenu doit être recyclé. C'est pas les seuls, mais là, il y a une vingtaine de chantiers pour faire en sorte que chaque action de formation soit la plus verte possible. Il y a aussi, d'ailleurs, AXA en fait partie, des boîtes qui sont allées très loin dans les bonus des dirigeants et dans des critères RSE sur la rémunération variable. Il y a Michelin, il y a AXA, où c'est 30% du bonus des dirigeants qui sont maintenant sur des critères RSE. Donc c'est plus la petite... Ah, au fait, 90% du bonus, c'est ça. Et by the way, il y a 10%, 1% sur des enjeux verts. On se rend compte que ça peut aller presque sur un tiers de la rémunération variable d'un dirigeant. C'est de sacrés drivers aussi pour les engager, les pousser. Donc c'est une liste sans nom, mais tu vois, je pourrais en donner un nombre comme ça. Ce qui est intéressant dans le bouquin, on l'a peut-être pas dit, pour des raisons écologiques, il est tout petit. Je sais pas si vous l'avez vu, il est en papier recyclé. Bien sûr, on a essayé d'être aligné. Et donc les cas sont présentés en version light sur une page. Mais en fait, il y a un site compagnon, mais là encore, empreinte carbone neutre, noir et blanc, pas de couleur, pas de graphique. Finalement, quand on rentre dans le détail de ces sujets assez compliqués, 300 pages où tous les cas sont développés en format 5 à 10 pages. Et donc, c'est pas une illustration en quelques lignes de ce qu'on a fait, c'est véritablement pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, quels sont les ROI, quel est l'impact, ce qu'on veut faire de plus. Donc, c'est vraiment un guide pratique et opérationnel qui permet de comprendre tout un processus et une action de manière très, très complète pour cette raison-là. Ok, merci.
Antoine, là on a évoqué des cas d'entreprises qui sont convaincues et qui ont mis en place des bonnes pratiques. Pour celles qui ne seraient pas encore passées à l'action, quel message vous essayez de faire passer ou que vous auriez envie de leur faire passer ? Alors, il y a des messages micro qu'on peut faire passer. Un exemple, parce que là, on a vachement été sur le risque, et notamment moi. Un exemple tout bête, mais dans ce que vient de dire Michel, RTE. RTE, c'est quand même une boîte, il y a 20 ans. Ça faisait un peu gris, quoi. J'avais pas forcément envie d'aller y travailler, c'était un peu secret. Il se trouve qu'ils ont les meilleurs du monde, enfin de France, sur ça ressemble à quoi un réseau électrique stable. On sait faire avec beaucoup de NR, pas de NR, du nucléaire, de combien on a besoin d'électricité dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Aujourd'hui, je serais un jeune ingénieur. Franchement, je voudrais bosser sur les sujets d'électricité en France et donc d'énergie. J'irais chez RTE. Et donc c'est aussi l'exemple d'une boîte qui, en termes de marque employeur, est capable de faire un pivot qui rend le truc très attirant parce que ils sont intelligents, ils réfléchissent au bon truc, etc. Donc je pense qu'il y a aussi, et ça peut être une réponse à ta question, une manière, en fonction de vos dirigeants et de comment ils fonctionnent, de prendre le truc par l'opportunité et de dire qu'il y a certaines boîtes qui vont être perçues en avance. Alors ça c'est dur, faut sentir l'air du temps, faut voir. C'est plus facile quand on fait de l'électricité que quand on fait du pétrole sans doute. Enfin, il y a des questions qui se posent, mais c'est faisable. Du coup, nous, alors la question de par où on prend le problème, on y a un peu réfléchi parce que je crois qu'on est dans un moment où les feuilles de route RSE des grandes boîtes, elles sont sorties, elles valent ce qu'elles valent, mais elles sont sorties, donc les grandes boîtes ont des stratégies et maintenant doivent se décliner à l'intérieur des boîtes des feuilles de route par métier. C'est vrai des achats, c'est vrai de la finance, c'est vrai d'un département juridique qui va devoir réévaluer les risques de sa boîte dans cela, et c'est vrai des RH. Donc ce livre est une tentative de dire, voilà les grands chantiers sur lesquels vous pouvez travailler. Après, il y a des boîtes qui ont besoin d'un peu plus d'aide. Nous, on a lancé un programme de formation qui fait plutôt 20-25 heures, qui vise à dire, à la sortie de ça, vous aurez votre feuille de route. Et ce qu'il y a d'intéressant, on a fait tourner la première cohorte là et l'autre démarre demain, donc on a à chaque fois une vingtaine, une trentaine de gens. C'est des gens qui arrivent avec des expertises très différentes. Il y a quelqu'un qui arrive du milieu du talent management, un autre qui arrive par RH généraliste, un troisième qui va plutôt bosser sur la paye. Et du coup, on voit émerger des feuilles de route très très différentes. Un truc tout bête sur talent management, c'est quelqu'un d'AXA qui nous a fait l'amitié de joindre la formation, qui a dit mais en fait, ça fait des années que pour promouvoir des cadres, on leur parle du service client. Et on dit voilà, le service client, parce qu'on est chez AXA, alors certes on est dans le grand groupe, mais il faut rester connecté aux clients. C'est quand même dur à saisir ce truc de service client au moment où vous obtenez une promotion. Ça ne veut pas dire grand chose. Enfin, il y a plein de gens qui n'auront jamais vu un client AXA de leur vie et qui n'en verront plus aucun. La question se pose de se dire est-ce qu'une discussion un peu sens environnemental, au moment où on promeut quelqu'un, c'est pas cool de l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'on va le promouvoir ou pas le promouvoir, ça veut juste dire qu'on va se poser la question. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il faut l'ancrer dans des pratiques qui existent déjà, qui sont vos entretiens de performance, qui sont la réflexion sur les métiers de demain, qui sont la réflexion plutôt sur des RH de site, sur la sécurité. Prendre un fil et le tirer. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être la décarbe, ça peut être manger moins de viande, ça peut être consommer moins, ça peut être anticiper les jobs de demain. Choper un fil, tirez-le. C'est pas très dur de devenir expert une fois qu'on a trouvé un fil, parce que c'est des sujets qui sont quand même assez verticalisés. Et je pense que ça met en mouvement. Donc voilà, je dirais que c'est ça les deux trucs. C'est trouver un vrai chantier où on se dit celui-là, il me tient vraiment à cœur. Moi, j'aime bien la sécurité des collaborateurs. Tout le monde est pour, quoi. Prenez-le et formez-vous, passez un peu de temps. Donc nous, on peut aider, mais il y a plein d'autres trucs qui peuvent aider. Passez un peu de temps et devenez vraiment bon sur un sujet, plutôt que de vouloir faire tout l'espèce d'arrosoir un peu 360 là qui dit ouais bien sûr ce que tu décrivais sur je vais un peu tout ramasser. Et si vous devenez vraiment fort sur quelque chose, ça va se voir, ça va être perçu et je pense que ça peut être bien perçu par des collaborateurs. Je vais juste compléter. En fait, dans le bouquin, on voit qu'il y a 3 arguments pour devenir green. Il y a l'argument moral. C'est mal de ne pas être green. C'est mal de penser, par exemple, à ses actionnaires et pas aux générations futures, aux différentes parties prenantes. Il y a un argument financier ou législatif. Ça va nous coûter cher si on ne le fait pas, ou on va être bâché. Et le risque d'image et le risque financier est trop fort. Et puis, il y a un argument, en fait, création de valeur. En le faisant, ça peut générer une attraction supérieure des talents, des revenus supérieurs. On se rend compte qu'en fait, assez naturellement, les entreprises partent par l'argument financier, moral ou juridique, alors que le plus entraînant, notamment pour des dirigeants, des collaborateurs, c'est l'argument création de valeur parce qu'il est positif, entre guillemets. Et donc, l'une des leçons du bouquin, c'est pas en faire finalement quelque chose de négatif et stigmatisant, mais d'aller chercher la démonstration que faire comme ça génère plus de valeur. Bien sûr, avec une nouvelle façon de calculer la valeur. Pas forcément qu'immédiate, mais la valeur dans la durée. Pas forcément qu'économique, mais sociale, sociétale et environnementale. Et là, je pense que c'est un driver beaucoup plus fort.
Oui, merci. L'argument de l'attractivité, on l'a vu avec les jeunes diplômés qui font des déclarations en déclarant qu'ils n'iront pas dans des entreprises qui n'ont pas pris la mesure de ces sujets-là. On voit que sur les jeunes générations, l'argument de l'attractivité de la marque employeur que citait Antoine, il est à minima un point d'entrée quasi évident aujourd'hui pour les RH, en tout cas, j'espère. Ok, merci messieurs. Non, vas-y. Non, je voulais dire en 2 secondes sur la marque employeur. Ouais, on enchaîne. En 2 mots, il y a des tribunes, il y a toujours eu des tribunes de gens qui disent j'irai pas bosser dans ces boîtes-là. C'est facile de dire oui, mais pendant ce temps-là, je recrute. Faut pas oublier que ces gens-là, ils font pas que signer les tribunes. Vous avez, à HEC, par exemple, qui n'est quand même pas le nœud de la contestation syndicale française, le stand de Total Energy sur le campus, il est envahi. Faut quand même qu'on se dise ce que ça veut dire, quoi. Les mecs, successivement, d'année en année, arrivent et bloquent le stand. Il y a un truc qui va frotter à un moment, qui va frotter fort et qui va pas juste être je n'ai pas 10 ou 15 ou 20% de la promo intéressée par mon job, c'est qu'il y a vraiment un contre-mouvement. Puisque ça devient un peu le bordel, je me permets de compléter. On aime le bordel. Vous allez bientôt être libéré de notre intervention. Quand on fait les analyses sociologiques sur les générations, bien entendu, plus ton diplôme a une valeur, plus ton employabilité est forte, plus tu es green et plus tu le revendiques. Mais quand on fait le même sondage sur des BEP, des CAP, des BTS, des DUT, et qu'on les interroge par exemple, et il y a de l'espoir aussi pour les grands comptes peut-être, entre guillemets, tout en étant green, de repenser véritablement ce qu'on appelle un talent et de diversifier leur talent, il y a un rapport d'abord à la survie, au pouvoir d'achat, à la carrière qui est supérieur, le sentiment aussi d'un choix plus contraint. Et donc, il ne faut pas mettre toute la génération alpha, Z et Y exactement dans le même sac. J'ai fait un sondage récemment pour m'amuser, et Total qui ? Alors, à Sciences Po 0, oui, ok. À Paris-Est, en 2e année de fac, 80% des gens disaient Total, tu rigoles ou quoi et tout de suite en y fonçant. Et puis après, l'autre typologie qui est marquante, c'est ceux qui considèrent ces grands groupes non green comme des adversaires. Donc c'est no way, il n'y a aucune chance que j'aille bosser là. Et ceux qui pensent que la révolution se fait de l'intérieur et qui s'engagent sur, je crois à cette trajectoire par exemple, que dans tel groupe, l'empreinte carbone soit réduite de 50% et je préfère en faire partie plutôt que simplement être à l'extérieur et les critiquer. Merci. On aurait pu rester des heures, mais on va y aller, Encore une fois, à la fin, ils reviendront, vous pourrez poser vos questions. Merci, messieurs. On va passer à la table ronde avec les 3 entreprises qui nous font l'honneur de venir nous témoigner de leurs bonnes pratiques. Vous pouvez vous installer, mesdames. Alors, je vais vous présenter, dans l'ordre, je ne dis pas de bêtises, Marine Droit, responsable mobilisation et communication RSE, Yves Rocher, Carole Garnier, DRH de SAP France et Maroc, et Anouk Jugla, directrice People and Culture de Carbo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez donc témoigné, vos entreprises ont partagé leurs bonnes pratiques pour le livre. Là, on va faire un focus sur certaines questions et on pourra évidemment pas être exhaustif sur tout ce que vous faites dans vos organisations. On va commencer par Caroline. Un des points forts de votre politique RH verte, c'est la formation. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous y faites chez SAP ? Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci. Alors peut-être 2 mots pour commencer sur SAP, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, on est une grosse entreprise de 100 000 collaborateurs, 2500 en France, mais du B2B, donc tout le monde ne connaît pas. SAP, c'est une société allemande leader sur le marché des applications, donc qui accompagne les entreprises de toute taille et de tout secteur dans leur transformation, notamment en digital et aussi sur la partie sustainability. Donc vous voyez que la tech, ce n'est pas le domaine à l'origine où on est le plus green, malheureusement. SAP, c'est une entreprise qui est sur ce sujet-là depuis plus de 15 ans maintenant. Alors pour rebondir sur ce que disait Frédéric tout à l'heure sur les objectifs de notre entreprise par rapport à ceux de Page, par exemple. Alors nous, on a atteint la neutralité carbone en interne depuis l'année passée.
Et nos objectifs sur notre chaîne de valeur d'atteindre le net zéro, qui était initialement fixé à 2050 comme pledge, a été ramené il y a 2 ans maintenant à 2030. Donc vous voyez que c'est vite là. Alors effectivement, c'est un sujet qui est quand même complexe pour nous, hein, puisque les sociétés qui sont intensives carbone sont à 80% clients des SAP. Donc on a quand même des gros challenges en la matière. Alors concernant la partie formation et nos collaborateurs, nous, on fonctionne chez SAP, je dirais beaucoup sur l'impulsion de nos collaborateurs, donc ils sont très moteurs en la matière. Et en l'occurrence, on a une vingtaine de collaborateurs qui ont décidé de leur propre initiative de se former à l'atelier d'automne. Je ne sais pas si vous connaissez l'atelier d'automne, qui est une association qui vise justement à permettre aux personnes de calculer leur propre empreinte carbone et de mettre en place des actions pour réduire cette empreinte carbone pour arriver à 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Donc nous, on a une vingtaine de collaborateurs qui se sont formés en la matière, donc avec l'atelier d'automne, et qui maintenant forment leurs collègues, en fait. Donc, depuis 2023, mars 2023, on a formé un tiers de nos collaborateurs. Donc, ça se fait sous format team building, donc c'est assez sympa. Donc, par équipe. On a même fait des formats pour les familles, donc avec les enfants. Ça marche très bien et ça stimule les discussions à table le soir. Et notre objectif, c'est de former désormais la moitié de la population d'ici la fin de l'année. Moitié de la population en France ou les 100 000 ? France, Okay. France, tout à fait. France. C'est une initiative locale, en l'occurrence. Avec Michel et Antoine, tout à l'heure, on évoquait l'intégration dans les rémunérations variables des dirigeants de la question, enfin de l'objectif d'être plus green. Vous, je crois que vous le travaillez aussi, vous utilisez l'intéressement comme levier d'action sur ces sujets. Alors nous, on a deux choses sur le sujet. Donc au niveau de notre board mondial, il y a effectivement dans la rémunération variable de notre board 2 indicateurs sur la partie ESG, un sur l'empreinte carbone et l'autre sur l'engagement collaborateur. Donc ça, c'est au niveau mondial. Et au niveau France, on a depuis presque 10 ans maintenant un KPI social. Alors maintenant, on en a même 3. Donc sur l'ensemble de nos KPI, on a 3 KPI financiers et désormais 3 KPI social. Ces KPI, l'original est celui sur l'empreinte carbone des collaborateurs dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui a un poids de 20% sur les 100% de l'enveloppe d'intéressement, donc c'est un point important. Et nos 2 autres critères sociaux sont d'une part l'engagement collaborateur, donc le mécénat de compétences qui peut être justement sur la partie green aussi. Et le 3e, alors il évolue. L'année passée, c'était sur la partie diversité et inclusion, et cette année, c'est sur la formation liée à l'intelligence artificielle, qui est une partie évidemment de notre métier, mais en fait, on n'est pas tous développeurs chez SAP. Donc effectivement, c'est un sujet qui est chez nous très présent, où les collaborateurs sont du coup constamment, je dirais, stimulés sur le sujet pour atteindre nos critères d'intéressement et avoir une belle enveloppe d'intéressement financière. Et ils sont stimulés aussi, je crois, pour proposer des idées, pour que ce soit plus ascendant comme démarche. Tout à fait. En fait, on a beaucoup d'initiatives qui sont proposées par les collaborateurs, soutenues par la direction. Alors, quelque chose qui est, je pense, assez novateur, c'est notre comité social et économique qui s'est saisi du sujet il y a quelques années maintenant, qui a fait lui-même son analyse sur sa propre empreinte carbone, qui maintenant donc diffuse en fait son empreinte carbone, se fixe des objectifs. En l'occurrence, il baisse de plus de 4% leur empreinte carbone par an. Ils proposent des chèques cadeaux éco-responsables et ils ont revu toute leur politique voyage. Alors avec là aussi des discussions à la machine à café, puisque avec un bonus carbone pour les voyages plutôt en train, donc effectivement moins à l'autre bout du monde, pour stimuler l'envie des collaborateurs d'adhérer à ce principe-là. Après, on a beaucoup d'autres choses aussi sur, alors là aussi la partie voiture de fonction qui est aussi un vrai sujet dans beaucoup d'entreprises. Nous, on est 80% de voitures électriques
électriques et hybrides maintenant. En 2025, on ne commandera plus aucune voiture qui ne sont pas électriques. Alors pour là aussi accompagner, on a une politique qui est vraiment, c'est pas une politique de sanction, nous, c'est plutôt d'embarquer les collaborateurs, de les faire adhérer. Et pour les faire adhérer notamment à la voiture électrique, on installe gratuitement la recharge électrique à leur domicile, par exemple. On a revu aussi toute notre politique voyage, là aussi sous l'impulsion de nos collaborateurs, en invitant plutôt à prendre le train que l'avion sur certaines destinations, alors par exemple le siège qui est en Allemagne chez nous, ou Londres, etc., de privilégier vraiment le train. Pareil, quand vous louez une voiture, de prendre plutôt une voiture électrique, ce genre de choses. On a aussi la cafétéria où on propose, alors cette semaine, c'est la semaine du développement durable européenne, on a eu hier un repas complètement végétarien. Alors bon, je vous passe les commentaires à la cafétéria, hein, qui demeure. Tout le monde n'est pas acquis à la cause, bien sûr, mais on a un certain nombre, effectivement, d'initiatives en la matière qui permet, effectivement, de sensibiliser tout le monde. On a une vraie énergie et envie collective, en fait, hein, d'impacter positivement dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment tout collaborateur. Et nos collaborateurs sont aussi beaucoup dans le mécénat de compétences, donc essayent d'interagir aussi plus largement pour la société. Et vous donnez la possibilité à ceux qui voudraient révolutionner de l'intérieur de le faire, en fait. Tout à fait. Ce qu'évoquait Michel. En fait, toute initiative proposée par nos collaborateurs est assez facilement sponsorisée, soutenue par le plus haut niveau de la direction et relayée en interne massivement. Par exemple, notre CSE avait proposé de créer une commission environnementale, comme on a une commission égalité professionnelle, etc., pour être force de proposition, ce qu'on a immédiatement accepté. Et on leur a donné un certain nombre de jours d'heures de délégation pour pouvoir se consacrer au sujet, par exemple. Super, merci Caroline. Merci beaucoup. Marine, c'est Yves Rocher. Vous pourrez nous présenter juste le périmètre Yves Rocher France. Je ne suis pas sûre que tout le monde le connaisse bien. Mais moi, ma première question, c'est vous mettez de plus en plus en avant vos pratiques vertueuses. On le voit aussi dans la communication commerciale. Hein, ça a toujours été un des socles. Pourriez-vous nous en dire davantage sur la façon dont vous avez impliqué vos collaborateurs et collaboratrices, un peu sur le thème sur lequel on était avec SAP et Caroline, dans cette démarche vertueuse et d'amélioration des pratiques en interne? Donc tout le monde connaît Yves Rocher, je pense, dans la salle. En France, on est à plus de 5000 salariés. On a 2300 boutiques dans le monde, 600 à peu près en France. Donc c'est beaucoup de collaborateurs. Et on a plus d'1 million pour tout ce qui est force de vente. Donc c'est énormément de personnes. Donc Yves Rocher, j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui, depuis sa création en 1959, porte de très forts engagements sur la préservation de la nature. Depuis 2019, on est entreprise à mission, donc ça montre vraiment une volonté de l'entreprise de mettre au même niveau d'importance la mission sociétale de l'entreprise et les activités économiques. Et ça veut dire que on veut agir pour que toutes nos activités répondent à notre mission de marque, qui est d'agir pour révéler, protéger et transmettre le pouvoir des plantes, vu que 100% de nos produits ont des actifs végétaux. Comment est-ce que ça se concrétise? On a travaillé une feuille de route en 10 actes concrets. Donc des actes, on pourrait en avoir énormément, mais il a fallu faire des choix. Et ces actes-là, ils nous mettent dans un processus d'amélioration continue. C'est une stratégie une stratégie RSE qui fait partie intégrante de la stratégie de la marque. Chaque décision est prise au prisme de la RSE. C'est une stratégie qui est nécessaire pour que l'entreprise demain soit pérenne, rentable et toujours aussi attractif. Et ça nécessite une transformation totale du business model. Et un des clés de facteurs de cette transformation, c'est l'engagement et la compréhension par tous les collaborateurs et les collaboratrices de la stratégie RSE. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a intégré un volet de mobilisation interne. Donc c'est une stratégie, un programme qu'on a développé sous toucher la tête, le cœur et le corps, donc avec des formations, de la sensibilisation et de l'action. Donc le premier point, c'est de la formation pour s'assurer que toutes les équipes comprennent et aient les clés de compréhension sur toutes les problématiques environnementales aujourd'hui. Donc il y a des formations qui sont faites au niveau du groupe Rocher,
Donc le groupe Rocher, il y a entre autres Petit Bateau que vous devez connaître également, qui fait partie du groupe. Mais du coup, il y a des modules de formation qui vont traiter plutôt de manière macro de toutes ces problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, il y a des formations qui sont au niveau des marques. Et donc là, nous, on a créé 3 modules pour qu'ils aient toutes les bases sur la stratégie RSE, qui comprennent où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce que c'est important que la marque se transforme aujourd'hui. Et ensuite, on va aller faire des formations qui sont beaucoup plus micro, donc qui vont toucher aux expertises métiers. Donc, par exemple, là, on a fait une formation sur la communication responsable, comment est-ce qu'on évite le greenwashing, comment est-ce qu'on parle de nos produits, comment est-ce qu'on parle de la marque, comment est-ce qu'on parle de la Fondation Yves Rocher qui est reconnue d'utilité publique, par exemple. Il va y avoir des formations sur le numérique responsable, sur la logistique responsable, le transport, etc. Donc ça, c'est évidemment des formations qui prennent un peu plus de temps et qu'on déploie depuis l'année dernière. Ensuite, sur la partie sensibilisation, là, on vient vraiment toucher le cœur. Souvent, les gens, ils sont assez empathiques envers les animaux, mais nous, on aimerait qu'ils soient empathiques envers les plantes et qu'ils comprennent pourquoi est-ce que c'est important d'en prendre soin. Donc là, on va avoir des dispositifs différents. On va avoir, par exemple, des marches de la reconnexion où les collaborateurs sont invités à aller marcher dans la nature. Et là, on est en train de retravailler une version qui est vraiment centrée sur le végétal. On va avoir aussi des conférences où on fait venir des experts externes, des experts sur les sciences du végétal, pour venir du coup les informer un peu ma vie de plante, c'est quoi être une plante aujourd'hui? Est-ce que les plantes, elles ont 5 sens? Elles écoutent, elles crient, la tomate, ça crie. Et oui, donc c'est un peu avoir une approche un peu différente et expérientielle de ces sujets-là. Et le 3e point, ça va être un complément des formations qu'on a créées. On a créé un jeu de société de plateau qui vient un peu tester les connaissances. Et ça nous permet de mélanger les équipes parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de silos dans les équipes, que souvent ces sujets RSE, c'est pris comme des contraintes. Les collaborateurs ont souvent l'impression qu'on veut les contraindre à transformer leurs pratiques, mais du coup, on essaye par ces approches-là on parlait tout à l'heure de leur montrer que ça a une valeur et c'est un peu ce prisme-là qu'on prend dans ces formations. En plus, ça crée un peu de challenge entre les équipes, les gens aiment bien. Ils rencontrent des personnes qui ont les mêmes problématiques qu'eux sur ces sujets, qui ne connaissent pas forcément, donc c'est hyper intéressant. Et le 3e volet, donc évidemment, on les forme et on les sensibilise parce qu'eux aussi, ils sont demandeurs d'en apprendre plus et de développer leurs compétences sur ces sujets, mais ça amène au 3e point qui est d'agir. Donc d'agir dans leur métier. Et par exemple, demain, on a travaillé, co-développé avec d'autres entreprises de l'industrie et la FEBA, une fresque de la cosmétique, où on va les inviter à partir de 2025 à participer. Et du coup, l'action, elle passe aussi par de l'action de terrain, où là, on va aller toucher le corps. Et on travaille en collaboration avec la Fondation Yves Rocher, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui est reconnue d'utilité publique et qui atteste de l'expertise terrain. Et ça, c'est dans le monde entier. Donc, on invite. On leur dit que c'est obligatoire parce qu'on trouve intéressant qu'ils y aillent, mais bon, c'est une demi-journée à minima par an. Ils sont invités à aller en équipe sur le terrain pour soutenir une association locale qui va avoir des projets de préservation de la nature. Et c'est des moments qui se servent en tant que les managers aiment bien les emmener parce que ça fait vraiment du team building de manière un peu différente. Et ça permet de sortir de son quotidien. Et en général, on a de très bons retours sur ces sujets-là. Super. Et ce plan en 3 points de mobilisation, il est déployé de la même façon dans tous les pays? Il est déployé dans nos 16 filiales grâce à une communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices RSE qui sont une 30aine à peu près et qui ont pour rôle d'aller déployer donc, tout ce qu'on fait au central. Et je vous parlais tout à l'heure de la force de vente. On a un peu plus de 1900 personnes qu'on appelle des Green Leaders qui ont pour rôle et cette responsabilité de porter ces sujets dans les boutiques. Et du coup, ils ont des formations un peu différentes parce que justement, ils sont sur le terrain. Et tout ce programme-là, il est aussi déployé grâce à une collaboration entre les équipes RH au niveau de la marque qui vont permettre de déployer tant la formation que toutes ces actions ou cette sensibilisation par des canaux de communication qui sont dédiés. Et vos Green Leaders, c'est vos ambassadeurs comment c'est des volontaires ou comment vous faites pour inciter les collaborateurs à s'impliquer
Ouais, alors les ambassadeurs, c'est totalement volontaire, c'est en plus de leur métier. Et c'est des gens qui sont extrêmement impliqués, qui sont passionnés et qui adorent transmettre. Donc c'est très important pour fédérer autour de ces sujets. Comment est-ce qu'on les motive, on les fédère? Donc on travaille avec des OKR sur nos objectifs. Et du coup, il y a des OKR pour les équipes qui ont un volet d'engagement. Ensuite, on fait des enquêtes de satisfaction annuelles où il y a également un volet d'engagement et où là aussi on écoute évidemment les idées. Et sur tous ces volets de formation, de sensibilisation qu'on a lancé l'année dernière, donc c'est tout jeune. Là, en fin d'année, on va faire une grosse enquête de satisfaction pour demander également ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir plus de conférences sur quel sujet, qu'est-ce qui les intéresse, comment est-ce qu'on peut les accompagner un peu plus pour réussir à ce qu'ils transforment leur métier et qu'ils aient toutes les compétences nécessaires pour être à l'aise dans leur métier et de pouvoir participer à cette transformation. Super, merci beaucoup. On a plein de choses, notamment que la tomate crie. Anouk, ta fonction, je ne l'ai pas. De chez Carbo. Je suis en charge des sujets RH chez Carbo. Carbo, on l'a beaucoup évoqué depuis tout à l'heure. Hein, c'est pris en, on l'a beaucoup mentionné. En tout cas, c'est pris en exemple sur votre action, votre implication. Tu peux nous exposer pourquoi? Est-ce qu'on devrait autant vous prendre un exemple et s'intéresser à Carbo? La pression. Non, oui, bien sûr. Peut-être un tout petit mot sur ce qu'est Carbo. On est une entreprise qui met à disposition de nos clients une plateforme qui leur permet de calculer leur bilan carbone et d'avoir une trajectoire de réduction. Donc déjà, en effet, la question écologique, elle est au cœur même de notre activité et c'est notre raison d'être. Alors pour la petite anecdote, la question des RH écologiques, quand j'ai passé mon entretien chez Carbo il y a 2 ans et demi, c'est le CEO, Simon Letourneau, qui m'a posé la question de savoir ce qu'étaient des RH écologiques. Donc c'est un petit clin d'œil que de venir quand même en parler aujourd'hui ici avec vous et devant vous. J'utilise le terme RH écologique, j'utilise très peu les mots green et vert. L'important évidemment c'est les pratiques, mais ces mots-là ils peuvent être un peu galvaudés parfois, donc je préfère vraiment mettre le mot écologique dans mon propos. Mais les pratiques évidemment c'est ça le plus important et on en parle dans le livre. Pour moi, des RH écologiques, c'est vraiment prendre le sujet de manière assez globale. Et tout à l'heure, Antoine Poincaré en parlait. Pour moi, il y a 2 axes. Et c'est les axes du GIEC, en fait. C'est l'axe de l'adaptation et l'axe de la réduction. Et on peut les transposer à la question des RH en entreprise. Sur la question de l'adaptation, je voulais partager avec vous un chiffre d'un rapport Oxfam qui est sorti en juillet 2024, qui s'intitule « Réchauffement climatique, nous ne sommes pas prêtes » et qui explique justement que le droit du travail en France, il n'est pas du tout adapté à une France à plus 4 degrés. Et juste, ça pose des questions. Et tout à l'heure, on commençait à les évoquer. En fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut exercer notre droit de retrait en cas de forte chaleur dans ce type de société-là? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à se concentrer 35 ou 39 heures en cas de canicule? Question ouverte. Mais surtout, ce que je voulais dire sur le volet d'adaptation, c'est que dans ce même rapport, ce que dit Oxfam, c'est que 36% des travailleurs et travailleuses en France sont déjà impactés par la question du changement climatique dans leur travail. C'est énorme, c'est un tiers. Et surtout, c'est que qui sont ces travailleurs et travailleuses? C'est souvent des personnes qui sont déjà précarisées. Donc c'est les agriculteurs, les agricultrices, les travailleurs et travailleuses du BTP, par exemple, les aides à domicile où il y a beaucoup de déplacements. D'ailleurs, des métiers qui sont souvent occupés par une grande partie de la population non blanche. Et je voulais le dire parce que nous, cadres RH, RSE, dans nos bureaux climatisés, souvent blancs, je pense qu'on a un devoir de penser cette question plus largement que notre seule expérience sensible. Et donc, ça pose la question de l'adaptation en entreprise et je pense qu'on a un rôle à jouer en tant que RH sur cette question, notamment, par exemple, à travers les accords collectifs, la manière de penser les règles RH, comme peut le faire la société. J'ai pris un exemple tout à l'heure, notamment pour les chefs de secteur, je crois, qui peuvent s'arrêter dans des espaces en cas de forte chaleur. Donc, je pense qu'il faut qu'on le pense dès maintenant parce que la réalité, elle est déjà là. Et puis surtout, je parle de France à plus 4 degrés, mais
c'est absolument pas souhaitable. Je crois qu'on est incapable en fait de concevoir ce que ça veut dire encore vraiment et de penser comment vivre ça. C'est très compliqué. Donc, au-delà de la question de l'adaptation, du coup, il y a la question de la réduction. Et si on l'applique à la thématique des ressources humaines et des RH écologiques, pour moi, ça passe par, peut-être, notre rôle, c'est d'accompagner les changements de modèle de gouvernance, par exemple, et les changements de modèle culturel en entreprise. Je m'explique. Si on part du constat et de pourquoi il y a du réchauffement climatique et pourquoi on est face à cette crise-là, en fait, le GIEC dit c'est l'activité humaine, c'est un consensus scientifique, j'espère qu'on est tous d'accord sur le sujet, mais ça veut dire quoi l'activité humaine ? Ça veut dire notre système, notre manière de fonctionner ensemble, et notamment notre système économique qui est capitaliste, où la production c'est une fin en soi aujourd'hui, donc l'idée c'est de toujours aller produire plus. On a marchandisé la totalité des choses autour de nous, le temps, on est dans cette course au profit et au temps. Et donc ça entraîne une déconnexion à soi, aux autres et aux vivants. Tu parlais de l'empathie avec les animaux et les plantes. Moi, j'aimerais bien l'empathie entre les humains, parce que la question du réchauffement climatique, c'est une question qui pose aussi la question des inégalités, de qui le vit. Donc une fois ça posé, en tant que RH, et je ne dis pas que j'ai des réponses faciles, mais je vais aussi expliquer comment on pense les choses chez Carbo. On a réfléchi à notre modèle d'entreprise et on s'est dit c'est quoi une entreprise écologique et comment on fait des RH dans cette entreprise-là. On a pris un peu la comparaison de l'entreprise avec un organisme vivant qui est à la fois composé de cellules qu'il va devoir faire grandir et s'assurer de donner les bonnes choses pour que les cellules fonctionnent bien. Un organisme vivant, il se pose la question aussi de comment il s'internourrit avec les autres organismes de son environnement. Et enfin, il se pose la question de la viabilité de son environnement et donc sa survie. Et si on transpose ça à la question de l'entreprise, pour nous, une entreprise écologique, c'est premièrement une entreprise qui va s'assurer de prendre soin des individus qui la composent. Donc, c'est à la fois s'assurer que les personnes qui travaillent chez Carbo, elles ne repartent pas de leur expérience de manière absolument pressurisée, en burn-out par exemple, mais aussi que l'espace de Carbo soit un espace de réalisation de soi, d'épanouissement et qu'on ait la possibilité de ne pas porter de masque et de pouvoir être pleinement, de vivre son identité. Donc ça, c'est la question du prendre soin. Il y a la question des relations entre les personnes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ce qui nous semble important dans une entreprise écologique, c'est de réfléchir comment on n'importe pas les oppressions systémiques qui sont celles de notre société, donc le racisme, le sexisme. Et du coup, si je dis système, c'est comment on pense nos structures internes pour éviter ces fonctionnements-là. Et enfin, la question évidemment de prendre soin du vivant, donc de l'extérieur, donc penser toutes nos décisions avec ce critère écologique, donc le mettre au cœur des décisions pour l'ensemble des personnes. Et donc, en termes RH, si je viens aux pratiques un peu plus concrètes, ce qu'on a notamment fait, c'est on a repensé notre système de gouvernance et on a mis en place une gouvernance partagée. Et en fait, ces modèles-là, ils viennent casser un peu des caractéristiques de notre modèle économique extérieur, parce que la gouvernance, c'est notamment le partage du pouvoir de décision. Donc c'est éviter d'avoir une pyramide hiérarchique et que le pouvoir soit concentré aux mains de certaines personnes. Je ne vous dis pas leurs caractéristiques, mais vous voyez par exemple les caractéristiques des patrons du CAC 40. Donc ce sont souvent des hommes en tête de pyramide. Il y a la question aussi de redonner du pouvoir de décision et du pouvoir d'agir à chacun. Donc arrêter de traiter les personnes comme des enfants. Ce modèle de gouvernance, il va aussi beaucoup plus avec de la transparence. Par exemple, la transparence des salaires, qui permet justement le partage de l'information, parce que l'information, c'est le pouvoir, encore une fois. Et puis ce qu'on a fait aussi, qui est
très profondément écologique, c'est qu'on a repensé la place du travail et on a mis en place la semaine de 4 jours avec la réduction du temps de travail. Alors je sais que c'est un sujet dont beaucoup d'entreprises parlent, mais on l'a fait purement pour raison écologique en fait. Parce que réduire le temps de travail, c'est un peu ralentir. Et donc ça fait écho quand même à cet axe du GIEC dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc on repense toutes nos pratiques RH avec ce regard d'entreprise écologique. C'est un changement de modèle et un changement de modèle par rapport au modèle qui est celui de notre société et qui a conduit à la crise climatique. Donc vous êtes peut-être en train de vous dire oui, mais c'est pas facile de faire ça. Alors oui, c'est pas du tout facile, même en termes RH, parce que ça suppose de repenser beaucoup de choses. Comment on évalue, comment on évolue, comment on rémunère, notamment par exemple la question de l'évolution. En fait, quand on met en place une gouvernance partagée, on n'a plus la course effrénée à ce statut de la tête de l'entreprise et de la direction. Et donc ça crée beaucoup plus d'émulation et beaucoup moins de compétition en fait. Donc oui, c'est pas facile. Ça demande vraiment de penser très différemment en termes RH. Et peut-être que vous vous dites aussi, oh là là, mais c'est beaucoup trop radical. Alors oui, peut-être, mais je suis pas sûre de mettre le même sens derrière radical. Pour moi, la radicalité, c'est le fait d'aller chercher les problèmes à la racine. Et si le problème du changement climatique, c'est notre modèle, notre manière de fonctionner ensemble, notre modèle économique, alors peut-être qu'il faut apporter une solution avec un modèle un peu différent. Merci Anouk. Merci Anouk, on vous sent animé et ça donne envie. Et pardon, parce que je l'avais, votre fonction, directrice People and Culture chez Carbo. On va accueillir Tiffaine, The Great Place to Work. Tiffaine, elle est Innovation and Knowledge Manager chez Great Place to Work. Voilà. Ah bon ? Oui, ça a changé il y a quelques années, mais okay. C'est pas grave. Bon, il y a quelques années, on est bon encore. On est slow work, voilà. C'est la course effrénée à l'évolution. Bon, en tout cas, Great Place to Work est un partenaire du LabRH et un partenaire de cet événement. Merci Tiffaine, et donc on te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc déjà, merci à toutes et tous pour être venus et nous avoir écoutés toute cette matinée. Merci donc à tous nos participants, merci à nos copartenaires, merci à Page Group, notre hôte. Donc effectivement, mon rôle, c'est un petit peu de juste rappeler les grands constats que nous avons faits aujourd'hui et vous laisser avec quelques chiffres et peut-être quelques pensées d'ouverture. Donc, sur les grands constats, donc, j'espère qu'on est d'accord. La RSE est un des grands changements que connaissent les entreprises aujourd'hui, les organisations de manière générale. Un chiffre qui nous vient de notre enquête que l'on mène tous les ans auprès d'un échantillon représentatif d'actifs français, pour le coup, qui donc, sont beaucoup plus larges que uniquement les entreprises et les experts qui sont dans ce livre. 70% des DRH se disent concernés par la RSE. Et ça, c'est représentatif de la société française. Et donc ça, c'était un très très bon signal qui est cohérent avec aussi les attentes des salariés, puisque 81% estiment que les entreprises ont un rôle à jouer pour rendre la société meilleure. Donc là, en fait, c'est un appel qui, en fait, est beaucoup plus large que uniquement notre écosystème proche, ou peut-être qu'on est tous convaincus, mais juste entre nous. Effectivement, s'engager sur ce sujet, c'est source aussi d'opportunités pour les entreprises. Je rejoins ce qui a été dit par Antoine précédemment, mais que ce soit en termes de recrutement, et notamment Séverine aussi l'avait mentionné, mais en termes de recrutement, de marque employeur, de fidélisation aussi des collaborateurs, mais aussi vis-à-vis de vos clients. Ça, c'est clair que de toute façon, c'est une opportunité qui se dessine. Autre point, c'est qu'effectivement, il s'agit de travailler l'accompagnement au changement. On en a aussi parlé, il faut, Michel notamment, qu'il faut un état d'esprit aussi qui est positif, constructif, qui nous donne envie d'agir et qui ne nous tétanise pas. Là, pour le coup, il y a encore pas mal de travail, notamment si on repart sur notre enquête Great Insight. Moins de la moitié des collaborateurs, 49% exactement, considèrent l'engagement RSE de leur entreprise comme suffisant et 40% sur la lutte contre le changement climatique. Donc déjà, là, on sent
qu'il y a une différence entre le souhait que l'entreprise soit et un rôle à jouer et la perception que les collaborateurs ont de l'engagement RSE de leurs propres employeurs. Si on part vraiment sur l'accompagnement au changement en tant que tel, 69% des DRH seulement déclarent avoir été informés des projets de transformation, plus largement, mais dont la RSE, et les avoir aussi compris. Donc en fait, quand on parle, un petit point théorique sur l'accompagnement au changement, il est important d'informer, de faire comprendre, de faire adhérer et de faire participer. Sur l'information, les DRH sont à 69% à être informés, 69% aussi à avoir compris, mais à peine plus de la moitié, 51%, ont été associés à leur mise en place. Et ça, je pense que c'est vraiment un point à garder en tête sur le rôle vraiment des directions de ressources humaines comme étant un partenaire vraiment stratégique dans ces transformations, RSE ou autres. Autre acteur qui est vraiment extrêmement important, surtout chez Great Place to Work, c'est les managers de proximité. Ça, c'est vraiment notre cible. Eh bien, le manager de proximité, vont jouer également un rôle clé face à ces défis. Et ça, c'est vrai que là, Green RH, mais voilà, ouverture, manager de proximité. Et effectivement, faut-il encore qu'ils en comprennent bien les objectifs de ces transformations. Ils sont qu'à 68% à date à comprendre les transformations de leurs entreprises et qu'ils soient aussi associés à leur mise en place, 55% aujourd'hui. Donc on pourrait se dire 55%, c'est déjà pas mal, c'est plus de la moitié. Bon, si on veut avoir un réel impact, surtout sur les sujets de RSE, il s'agit d'aller en chercher encore un peu davantage. Donc en ouverture, je dirais que l'important, c'est véritablement de mobiliser ces parties prenantes. Dernier chiffre de nos Great Insights, 48% des salariés pensent que leur organisation ne les associe pas suffisamment à cette démarche. Donc là, on a vraiment quelque chose à aller chercher. Je dirais qu'une des premières étapes, qui nous semble en tout cas indispensable chez Great Place to Work, c'est d'écouter le terrain. Comme vous le savez, nous, on fait beaucoup d'enquêtes donc auprès des collaborateurs sur les sujets QVT. On en fait aussi sur des sujets RSE. Et comme le disait donc notre témoin Yves Rocher, effectivement, toujours être à l'affût, à l'écoute des collaborateurs. Ça permet déjà de faire un premier état des lieux, de nous assurer qu'il y ait bien une bonne compréhension de toutes les actions mises en place par l'organisation, par les collaborateurs eux-mêmes, et pourquoi pas aussi de susciter l'engagement et de nouvelles idées. Donc forcément, au niveau des outils, énormément de choses existent, notamment, petite pensée pour UMACAP, qui est un questionnaire donc, qui est justement d'écoute des collaborateurs sur les sujets RSE, que nous avons eu la chance de développer et de mettre en place chez nous. Ça a été un très bon exercice, surtout quand on s'est rendu compte qu'il fallait travailler notre exemplarité managériale sur la RSE. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais effectivement, ça nous a permis aussi de travailler sur notre charte fournisseur, de renouveler notre mécénat de compétences. Voilà, donc énormément de choses qui peuvent commencer et par l'embarquement des managers et par l'écoute du terrain. Dernières informations avant de vous laisser. Donc, naturellement, l'ouvrage, et vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies, en ligne ou pas en ligne, de quartier ou d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, ça nous fera grand plaisir que vous puissiez vous le procurer et le lire. N'oubliez pas aussi la partie digitalisée, donc, qui est vraiment extrêmement riche. Et dernière peut-être nouvelle des différents partenaires. Donc Antoine me disait, et donc je vous passe le message, qu'il y a effectivement une certification qui est co-construite entre donc Sciences Po et AXA Climate, qui va sortir a priori en mars, et sur ces sujets-là en particulier. Donc si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à aller le voir. Pour moi, la minute promo est finie. Deuxième point et dernier, on va avoir la chance, je vais vous parler des Great Insights, donc qui est notre enquête donc, que l'on fait tous les ans auprès d'échantillons représentatifs d'actifs français sur les sujets de RH, QVT, etc. On va faire l'année prochaine les Green Insights, c'est-à-dire la même chose, mais vraiment avec un focus RSE, pour nous permettre aussi d'avoir un regard, pas que des meilleurs, même si c'est extrêmement important, mais aussi de ce qui se passe plus largement en France et de se rendre compte un peu du chemin qui nous reste à parcourir. Merci à toutes et tous, et bonne journée. On va prendre vos questions. Messieurs, si vous voulez rejoindre.
Il y a un micro qui va passer. Il est où, Lionel? Non, c'est toi qui passes. Bon, allez, on fait 1 sur 2 comme dans les mariages. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a le monsieur là. Elle ne vous a pas vu, mais moi je vous ai vu. Et j'espère pas les microbes, je vous remercie. Bonjour, je suis Élodie Sokol, je travaille à la direction de l'information du groupe Société Générale. Je vous entends pas très bien. Est-ce que c'est bon? J'ai plus de... ouais, je fais comme je peux. Moi, j'avais une question et peut-être aussi plutôt globale, parce que là, vous nous avez apporté des témoignages et vous-même, vous êtes formé, sensibilisé en tant que RH sur les sujets, on va dire RSE ou green. Mais comment embarquer la filière RH sur ces sujets? Parce que c'est aussi une question qui peut se poser avant d'embarquer tous les autres collaborateurs. Qui a envie de répondre? Tu veux répondre? Je vais commencer, mais je ne serai pas le seul. C'est une question cruciale parce que j'ai la conviction que les RH ne peuvent pas embarquer les autres s'ils ne sont pas exemplaires et pionniers sur la pratique. Mais je dirais exactement la même chose sur la transformation digitale ou sur les IA ou sur les transformations environnementales. C'est qu'il fut un temps où on avait ce que moi j'appelle une fonction RH asymétrique qui disait aux autres le monde change, à vous de jouer. Et puis on les regardait eux, on se disait mais eux, ils n'ont pas du tout changé. Je trouve ça intéressant parce qu'avec les cas pratiques de Carbo, Yves Rocher et SAP, on se rend compte déjà qu'on ne part pas des mêmes ambitions, du même diagnostic, du même état des lieux, du même historique, entre guillemets. Moi, je suis plutôt partisan des petits pas, mais il y a 2 écoles. Hein. Il y a l'école de... le grand choc, parce qu'on ne fait pas avancer les gens si on ne les met pas en situation de choc extrême. Et moi, je crois plutôt que... donc, ce qui m'importe plutôt, c'est une montée régulière, progressive et systématique, et une capacité de monter en expertise qui fait que, bien entendu, temps 1, acculturation, pour passer peut-être de quelque chose qui était loin du curseur à quelque chose qui rentre dans le spread de préoccupation. Temps 2, mise en mouvement. Temps 3, action, feuille de route. Et cette idée, alors par contre, ça peut être rapide, les petits pas, hein, mais de finalement que chaque gap soit facilement atteignable pour ne pas créer une mise en résistance. Parce que depuis les grandes études sur les transfos, changements, mode 20e siècle, on sait que finalement, plus l'écart est important, plus naturellement le cerveau se met parce qu'il est paresseux, parce qu'il a peur aussi, en résistance. Donc finalement, une construction très progressive de l'acculturation à comment être pionnier authentique et exemplaire sur le sujet, ce serait plutôt mon approche. Nous, chez Goldpestwalk, on fait aussi donc, du conseil et notamment tout ce qui est marque employeur. Et c'est un sujet sur lequel on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un premier point de contact entre RH et RSE. Notamment parce que souvent, dans ces ateliers que l'on fait avec les équipes RH, il y a la responsable RSE, alors je dis là parce que souvent femme, mais qui arrive parce qu'en fait, ils ont bien identifié que les candidats, c'était vraiment un sujet important pour eux et ils ont besoin d'en savoir plus pour préparer leur communication externe vis-à-vis de ces candidats. Donc ça peut être un point d'entrée. Comme le disait Antoine, il faut trouver parfois un fil et tirer le fil. Et voilà, ça peut être un fil qui est finalement aussi répond à une préoccupation urgente des RH, trouver des candidats, garder les candidats. Ça peut peut-être avoir quelque chose d'assez sympathique à travailler en collaboration et en même temps avec un degré d'urgence tout à fait là actuellement, quoi. Merci. Il y avait d'autres questions devant. Il y avait 2 monsieur.
ici Marion. Je meuble le temps que le micro arrive. Moi, je crois quand même que tu as deux techniques. C'est Anouk, pardon, ton prénom. Ouais. Tu as la technique Anouk qui est de dire qu'en gros, elle est DRH, mais elle pourrait être patronne RSE. Et à ce moment-là, si tu as ça dans ta boîte, il y a un actif à utiliser, quoi. Fais-le comme ça. Et sinon, le faire sur les sujets, ça peut être marque employeur, ça peut être sécurité de travail, mais sur lequel la légitimité RH est très très forte, quoi. Et pas essayer de faire de la RSE à la place de la RSE et se dire, moi, mon problème, c'est que les mecs soient en bonne santé au travail. Tout le chapitre 2, je peux dire, Antoine, est sur ce sujet-là, en relation à RH et RSE. Pour les gens à distance qui n'ont que le micro. On va prendre une autre question. Bonjour, Michel Perrault de Julius Darwin. Je voulais savoir, dans l'enquête que vous avez faite auprès des différentes entreprises, et donc celles qui sont pionnières sur le plan RH sur ces actions-là, si vous avez détecté des actions qui sont plus directement à destination de la jeunesse et des jeunes. Puisque historiquement, c'est quand même cette génération qui va être confrontée au problème, qui n'est pas forcément bien préparée. Enfin, quand on regarde le profil qu'on fait des générations Z, c'est peut-être pas ce qui les prépare le mieux aux situations, aux difficultés, aux catastrophes qu'ils vont rencontrer. Donc, est-ce que cette population-là est bien identifiée? On a parlé du recrutement où, effectivement, il y a des jeunes de certaines catégories qui peuvent avoir des exigences plus fortes, mais néanmoins, toute cette génération va, historiquement, avoir ce rendez-vous avec ses plus grandes difficultés écologiques. En tout cas, sur notre enquête Great Insight, on s'est rendu compte que, donc, sachant qu'on parle des actifs français et les plus jeunes doivent avoir entre 16 et 17 ans, voilà, quelque chose comme ça. Et donc, on se rend compte que sur les plus jeunes, pour eux, c'est une évidence que l'entreprise doit agir, que ce soit sur les sujets donc, de transition écologique, que ce soit sur les sujets RSE au sens large, inclusion, etc. Pour eux, et d'ailleurs, donc c'est représentatif donc de la France. Donc il y a vraiment cette attente-là. Après, effectivement, ils sont particulièrement exigeants sur l'association à cette transformation. Et pour la plupart, ne sont pas contents de la politique RSE de leur entreprise et ont envie d'agir. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les chiffres. Après, effectivement... Déjà, remercier Michel qui a fait 3 contributions dans le bouquin. Et les Michel sont exceptionnels, c'est normal, ça se sait. C'est un bon sujet parce que là, tu nous amènes sur du mécénat de compétences et la capacité qu'on pourrait avoir en tant qu'organisation à pas simplement tenir compte des aspirations écologiques des jeunes générations, mais de leur donner des clés, des ressources pour faire face au monde qui vient, aussi bien en termes d'employabilité que de sécurité psychologique. On sait, à contrario, que l'éco-anxiété, elle touche d'abord les jeunes générations et que ça a des conséquences assez marquantes sur le rapport à la natalité, le rapport à la propriété, le rapport au travail. On voit quand même qu'il y a toute une partie des jeunes générations qui font presque un deuil d'une vie à venir qui serait plus noire que celle que, par exemple, nous, on a pu connaître et qui, dès le départ, se condamnent. Mais Antoine aura peut-être des idées. Je n'ai pas en mémoire des boîtes qui auraient investi ce volet-là. Donner des ressources psychologiques, physiques et cognitives aux jeunes générations pour pas simplement leur dire « venez chez nous on est green », mais avec nous, on va vous donner les moyens finalement de voir que ce futur de vie, et c'est une excellente idée. Je n'ai pas de cas d'entreprise. Et tu as raison, c'est un sujet parce qu'on irait au-delà de la sensibilisation, de la prise en compte d'une aspiration verte. Vous aviez une question tout à l'heure? Ouais. Merci Michel. Est-ce que vous voulez répondre à des questions? Bonjour. Tout d'abord, merci à tous pour vos témoignages. J'avais une question en particulier pour Carbo. Donc, merci encore pour votre approche très systémique. On a entendu plusieurs engagements SBTI, de neutralité carbone, sur des horizons 2030-2050. Et ça tombe bien, c'est votre cœur de métier de justement participer à donner les outils et accompagner les entreprises sur la réalisation de leur bilan carbone. Comment vous positionnez par rapport à ces engagements-là? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au recul que vous avez, vous êtes plutôt positif sur la capacité des entreprises à intégrer cette démarche-là et être neutre dans les prochaines années, voire décennies? Je vais essayer de répondre en tant que Carbo et pas en tant que moi individuellement. Oui, notre approche, dans notre approche, dans ce qu'on vend, dans notre produit, on veut absolument pas avoir une approche culpabilisatrice parce qu'on pense que c'est pas ça qui va mettre en action.
Maintenant, si je regarde le nombre, depuis qu'on existe, le nombre de tonnes de CO2 qu'on a permis d'éviter, je pense qu'on peut en faire encore mieux. J'ai pas de réponse totalement claire à votre question. Je pense que oui, les entreprises commencent à... Enfin, il y a de plus en plus d'entreprises qui viennent... Enfin, on a de plus en plus de clients, de plus en plus d'entreprises qui se mettent dans une démarche d'action. Donc, de faire déjà le constat de ce bilan carbone. Maintenant, sur la réduction, je pense qu'on peut pousser peut-être encore un peu plus. J'espère que ça répond à peu près à votre question. Merci beaucoup. Non, on est complètement en train de se planter. Non mais tous collectivement, disons-le. Enfin ça pour le coup les chiffres, c'est pas moi en tant que moi ou j'en sais rien ou culpabilisateur. On est collectivement. L'accord de Paris, quand on dit neutralité en carbone en 2050, ça serait bien. Les pays les plus en avance qui ont le plus d'argent arrivent et disent ah bah ouais moi je prends 2050. L'Europe. Donc à partir de ce moment-là, quand le meilleur élève dit je vais essayer d'avoir la moyenne, bah, la classe finit pas à 15 sur 20, si vous voulez. Donc ça c'est assez mécanique. Et collectivement, comme cet accord de Paris est non contraignant, la question se pose du transfert des engagements des États vers les entreprises. Engagements de neutralité carbone à l'échelle d'une entreprise qui, au passage, sont quand même très discutables. C'est-à-dire le penser, ça pose plein de problèmes de la mesure de votre empreinte réelle, de votre amont, de votre aval. Et l'ADEME le dit assez bien, ça se pense à l'échelle d'un État, au milieu d'une région, à l'échelle d'une boîte, c'est bizarre. Donc revenons à l'échelle des États. On aurait voulu piquer vers 2022, 23, 24 comme en ce moment, et on aurait voulu faire de l'ordre de moins 30% en 2030 pour tenir les objectifs les plus ambitieux. On n'a toujours pas piqué. Donc en fait non. Pour répondre à votre question. Et d'ailleurs, SBTI commence à éliminer... Donc SBTI, c'est une boîte qui dit je vais faire des objectifs de réduction basés sur le secteur. Et dire c'est plus facile de décarboner, vous le disiez, quand on est une boîte de service que quand on est une boîte de transport. Et donc je vais vous dire si la trajectoire que vous me présentez, vous Michelin, vous Renault, vous Total, vous Page, vous Rocher, colle avec ce qu'on pourrait attendre d'un point de vue scientifique. Il y a plein de boîtes qui ont dit on va faire ça, voilà le plan, et qui n'ont pas soumis de plan derrière. Ils ont dit bah, l'objectif il est validé par la science. Donc SBTI en ce moment est en train de retirer de ses listes des entreprises en disant bah, elles avaient dit qu'elles feraient quelque chose, elles ne l'ont pas fait. Donc non, on est plutôt collectivement dans le dur, parce que c'est un arbitrage, hein, parce qu'il y a des questions sociales qui se posent, il y a des questions électorales qui se posent pour les dirigeants qui pourraient prendre ça. Oui, et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant dans la perspective historique de la fonction RH et de ces sujets, c'est que on voit très bien que, bien entendu, les enjeux écologiques, c'est les héritiers de la révolution industrielle. La précédente, celle du charbon, du pétrole et ainsi de suite. La fonction RH, elle émerge autour des années 1920 et son deal jusqu'en 2000, c'est qu'on a appelé aussi le compromis fordien. C'est pour ça qu'il y a très peu de syndicats qui historiquement se mobilisent sur la question écologique. Parce que finalement, vous nous amenez la croissance et l'enrichissement des actionnaires, on vous amène le pouvoir d'achat et le CDI, et la fonction RH est là plutôt pour favoriser cette augmentation, comme tu le disais, de la production et de la croissance. Il y a encore 80% dans une étude de l'IRES de l'année dernière des syndicats européens qui voient les enjeux écologiques comme des adversaires aux enjeux sociaux, autrement dit, au CDI et au pouvoir d'achat. Donc un compromis entre le pouvoir public, la fonction RH, l'entreprise, les partenaires sociaux et les acteurs eux-mêmes, au service plutôt d'une stratégie de croissance dont la conséquence est la dégradation de notre climat. Ça se change pas comme ça, parce que même pour les acteurs, finalement, et c'est pour ça que c'est plutôt les associations ou des acteurs plutôt activistes qui prennent le pas, même ceux qui seraient censés finalement porter ça comme les partenaires sociaux, ne le portent pas du tout, sauf sur un sujet qui est la santé. En fait, là, quand on repart sur la santé des salariés, les températures extrêmes, les risques de dégradation de la santé, les syndicats sont à l'aise parce que c'est l'un de leurs positionnements historiques de porter finalement tout ce qui nuit. Mais c'est un sujet compliqué pour ça. En fait, on a les mêmes sujets paradoxalement avec la retraite. À partir du moment où on a fait le grand contrat depuis 30 ans de dire on part plus tôt pour donner du boulot à nos gamins, et les syndicats étaient d'accord, l'État était d'accord, les entreprises étaient d'accord, redéconstruire totalement tout le mindset au service finalement d'un autre modèle, ça devient extrêmement compliqué parce que tous les acteurs finalement ne sont pas favorables au départ pour y aller. Les freins seront partout autour de la table et pas que chez certains. C'est pas les entreprises Michel, qui bloquent le plus, tout à fait. Je vais te couper parce que merci à toi. Les retraites, c'est le point Godwin. Quand on y est, il faut s'arrêter.
Non, mais il y a encore une question, c'est monsieur Attends. Oui, je vous embête pas longtemps. Donc, je m'appelle Guillaume, je suis cofondateur de Linguo. Donc, moi, je suis un organisme de formation, un prestataire de formation. Et en fait, j'ai écouté tout ce que vous avez pu dire, et c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des vraies démarches. Alors, on voit que vous êtes les bonnes entreprises, donc il y a des démarches qui sont construites dans le temps ou que vous avez par essence. Mais dans cette chaîne de valeur, et vous l'avez abordé avec le cas des SAP, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi les prestataires externes, le scope 3, les achats externes, qui représentent en général dans nos sociétés une part très très importante, notamment de l'impact carbone. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous attendez de personnes comme nous, de prestataires de services, en l'occurrence moi dans la formation, donc qui est liée aux fonctions RH, mais qu'est-ce que vous attendez de nous comme démarche aussi? Parce que cette pression, nous on l'a, souvent on est des plus petits acteurs, on est par essence, on va dire, un peu éco-friendly parce qu'on est des petites boîtes, on est plutôt agile, donc ça, notre bilan est plutôt bon, mais qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Qu'est-ce que vous attendez de notre part? C'est une vraie question importante pour tout notre écosystème. On attend finalement de travailler avec des partenaires qui soient alignés sur ce qu'on est en train de faire, puisqu'effectivement, avec les scopes 1, 2, 3, etc., donc quand vous parlez de la chaîne de valeur et de certification, labellisation, qui viennent un peu souligner la qualité de notre travail en interne, elle est obligée aussi de finalement se diffuser en externe sur les partenaires de rang 1, puis de rang 2. Enfin, tout ça est finalement assez vertueux. On le fait vis-à-vis de nos partenaires parce que nos clients nous le demandent. En fait, c'est vraiment toute la chaîne qui se met en branle et qui est plutôt assez vertueuse. Si on prend les systèmes EcoVadis, etc. Enfin, c'est construit comme ça. C'est assez malin aussi en termes de business, finalement, modèle qui est d'amener tout le monde à aller à essayer de chercher j'imagine peut-être le label ultime qui sera celui qui référence tout le monde. Mais oui, on est en droit d'attendre, mais de comprendre aussi que ça met du temps. C'est-à-dire que nous, on a des clients qui nous mettent des objectifs très très élevés, mais qui savent que ça ne va pas se faire demain, qui ne vont pas nous déréférencer dès l'an prochain, mais qui nous disent à un horizon 2030, par exemple, il faut que vous soyez EcoVadis Gold. Voilà, donc ça met aussi un peu la pression sur le business et je trouve que c'est plutôt intéressant et ça nous aide en interne à faire bouger les pratiques. En très court, vous êtes un job de prestation intellectuelle, donc il y a la question de vos opérations évidemment. Il y a tout un témoignage dans le bouquin de Orange et de Catherine Flouva qui a fait le boulot vraiment d'éco-conception des métiers de la formation, où vous trouverez sans doute des choses. Quand on fait de la prestation intellectuelle, la question se pose aussi de ce que vous racontez, et pas seulement si vous venez en voiture électrique ou en métro. Et donc je pense que dans des formations de management, dans des formations généralistes, être capable d'avoir un regard vert, c'est intéressant. Pour Page, le parallèle marche bien. C'est bien de venir en voiture électrique, c'est bien aussi d'avoir un sens des nouveaux métiers verts qui vont arriver, d'être capable d'être conseil auprès de l'entreprise sur ces sujets-là, pas seulement quand on est un spécialiste de la question environnementale. Donc je pense que vous avez ces deux jambes-là. Alors j'en profite justement puisque tu me tends la perche, Antoine. Donc Hortense, qui est notre spécialiste des recrutements RSE, est dans la salle et justement c'est vrai qu'on a développé évidemment au fil du temps, on accompagne nos clients aussi sur ces nouveaux métiers, sur ces nouveaux recrutements qui doivent et qui émergent dans les entreprises. Pardon, j'ai pas entendu. Il y a encore une question. On prend une dernière question. Premier rang, on a quelqu'un qui écrit dernière question en rouge sur fond blanc, voilà, police 46. Moi, je suis juste sous emprise de l'écran qui est là-bas, je vous le dis. Ouais, on va prendre le monsieur comme. Mais alors après, il y a un temps d'échange. Hein. Donc vraiment, ils sont obligés de rester. Donc vous pourrez aller leur poser vos questions. Merci. Thomas Litou, Mpito CRH. J'avais une question. J'ai l'impression que les témoignages sont beaucoup centrés sur l'impact de l'entreprise sur l'écologie de la planète. Est-ce que dans vos travaux, dans le recensement que vous avez fait, vous avez identifié des initiatives ou des réflexions, notamment des acteurs RH, sur l'impact de l'entreprise sur l'écologie de l'humain, à savoir comment le travail consomme, préserve ou régénère les ressources de l'humain? Ce qui m'amène à me rendre compte qu'on n'a pas du tout parlé de la structure du bouquin. Donc, on a un premier chapitre qui se pose la question du green dans l'entreprise. Donc, on n'est pas du tout RH là, et pour voir finalement comment ça s'est développé, diffusé. Le deuxième est sur le lien RH, RSE et écologie ouverte. Et après, en fait, on a un chapitre par grande politique RH.
Donc on va avoir un chapitre recrutement et marque employeur, un chapitre santé, un chapitre, pour répondre à votre question, éco-anxiété aussi, qu'on a fait un chapitre à part. Bien sûr, un chapitre formation où Guillaume a pu contribuer, un chapitre stratégique workforce planning et futur des métiers, mais on a un chapitre en fait modèle de gouvernance et modèle de leadership. Bien entendu, quand on va au bout de l'histoire, et tu l'as très bien illustré, aucune révolution verte n'est possible si on ne réinvente pas ces modes managériaux, ces façons de fonctionner, et de manière plus générale, sa gouvernance et l'intention stratégique qui s'y cache. Donc on va trouver pas mal d'illustrations de modèles qui finalement mettent, et puis certains d'entre vous l'ont dit, le salarié au cœur, niveau 1, déjà faire en sorte que nos collaborateurs se sentent bien économies. Ça passe très souvent par une transparence beaucoup plus forte, des modèles de leadership beaucoup plus générateurs de sécurité psychologique, un désilotage, une collaboration plutôt qu'un esprit de compétition, sans basculer dans des modèles radicaux. On y parle aussi de la perma-entreprise, d'entreprise générative et tout un ensemble de modèles. Bon, effectivement, on ne l'a pas trop abordé là, mais c'est l'un des chapitres du bouquin est là-dessus. Et toi, tu peux peut-être... parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, l'humain au cœur, c'est votre niveau 1, d'après ce que j'ai compris. Puis surtout, moi, je fais pas de... Enfin, en fait, je suis pas très à l'aise avec cette distinction de écologie pour la planète et écologie pour les humains. En fait, nous, humains, on est membres, on fait partie, on est une part de cet écosystème global. Et moi, pourquoi, au quotidien, j'agis, je lutte contre le réchauffement climatique ? C'est pas pour la préservation de l'espace vert, c'est pour la préservation de notre espèce. Donc voilà, juste c'est la petite nuance que je voulais apporter. Et donc nous, chez Carbo, dans notre approche de l'écologie, évidemment, on se pose toujours la question de l'humain, la question des inégalités, etc., etc. Non, merci. C'était très, très intéressant de vous écouter sur les tables rondes, les différentes séquences et là sur les réponses aux questions. Eh bien, on va clôturer la matinale. Alors, on va clôturer la matinale où on est au micro, mais il y a une suite où on est au café. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous aborder, à aborder les intervenants sur ces sujets ou sur d'autres. Et puis, servez aussi ces moments-là à échanger entre vous de vos bonnes pratiques à vous et de vos avis sur la question. C'est toujours très intéressant. Je vous remercie et on remercie à nouveau Page Group de nous avoir accueillis. Merci Frédéric et à tous nos partenaires.